Vous voulez partir votre propre podcast ou vous voulez amener celui que vous avez déjà à un autre niveau? Ça tombe bien, on loue le Studio SF, ce merveilleux studio dans lequel je suis présentement et dans lequel également on enregistre le Sans Filtre podcast parmi tant d'autres. La plupart du temps, ce qui empêche les gens de sauter dans l'univers du podcast qui est en croissance constante, c'est le manque de connaissances techniques et aussi le manque de matériel. Qu'à cela ne tienne, dans le Studio SF, on loue le studio avec tout le matériel, donc tous les micros, tous les caméras si vous voulez faire une version vidéo de votre podcast. Et ça vient aussi avec notre technicien extraordinaire, Nicole. Nicole qui va vous guider dans votre projet. Puis c'est probablement la personne au Québec qui écoute le plus de balados indépendants parce qu'il est derrière la console sur tous les balados qu'on enregistre au Studio SF. Donc, il va se faire un plaisir de vous accompagner dans ce processus-là. Si vous voulez plus d'informations au sujet de la location du studio, écrivez-nous à sansfiltrepodcast@gmail.com. Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. Cette semaine, le podcast est présenté par Evive Smoothie. Evive Smoothie, c'est pas la première fois qu'ils nous commanditent. Moi, je suis un grand consommateur de Evive Smoothie. C'est des petits smoothies que vous gardez congelés dans le congélateur, qui viennent en petites capsules. Vous popez ça dans un shaker, vous mettez votre liquide de choix, de l'eau, des laits végétaux. Mettez ça là-dedans, on shake un peu, c'est prêt. Ils ont des smoothies, des jus verts, ils ont des smoothies aux fruits, ils ont des smoothies protéinés, tout ça végétal, tout ça bio. Vous pouvez même les faire livrer chez vous avec la livraison gratuite au Québec puis en Ontario. Donc, allez voir sur leur site Evive Smoothie, evivesmoothie.com, j'imagine. Je sais pas c'est quoi leur site, je ne l'ai pas ici. Mais on a un code promo pour vous qui est Sans Filtre Podcast 10. Tout ça en un mot qui a 10% de rabais. Puis de toute façon, on va mettre le site dans la description du podcast. Là, fait que faites juste cliquer là-dessus. Allez inscrire notre code promo pour 10% de rabais. Puis c'est vraiment de la bombe. Donc, 10$ merci de rabais. 10$ de rabais, pardon. Donc, merci la gang de Evive Smoothie. C'est super apprécié de collaborer avec nous. Sinon, cette semaine, Dom. Alright, sinon, on a reçu Rosalie Lassard, youtubeuse, instagrammeuse, influenceuse et autrice de livres de recettes, tout comme toi, Pascal Hugo. Oh, j'ai dit révéler ton vrai nom, désolé. Non! Personne ne le savait. Ton plus grand secret. Ouais, Rosalie, qui était super fine, elle est super cool, elle est super drôle, elle est super le fun. On a parlé de son parcours académique, où elle a étudié, comment elle a appris la cuisine, tout ça. On a parlé du système d'éducation en général, ses points forts et ses points moins forts, selon nos avis non experts, bien sûr. On a parlé elle nous a parlé, en fait, raconté un petit peu une passe plus difficile qu'elle a eue, une dépression, là, n'ayons pas peur des mots. Puis maintenant, ça va mieux, donc on la félicite, puis on l'encourage. Non, mais justement, comment qu'elle a réussi à s'en sortir, puis qu'est-ce qui a fait aussi qu'elle s'est rendue en épuisement comme ça. On a parlé de ses projets futurs aussi, on a parlé de sa carrière de youtubeuse, de YouTube en général. C'était super passionnant, une super belle conversation avec une fille vraiment le fun. Belle rencontre. Ouais, vraiment, vraiment. Puis c'est le fun, que les gens s'ouvrent sur le podcast parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui vont se reconnaître dans les problématiques que Rosalie a vécues dans la dernière année. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont s'y reconnaître. Donc, écoutez ça. Laissez des commentaires, participez à la conversation. Abonnez-vous à nos chaînes. Il y a vraiment beaucoup de monde qui commence à nous écouter sur Spotify. J'ai l'impression que Spotify est en train de jacker le marché des podcasts au Québec. Mondialement, c'était déjà fait, mais j'ai l'impression que Spotify sont en train de tranquillement voler tout le monde. Là. Ouais. Donc, salut les nouveaux qui nous suivent sur Spotify. Laissez-nous un rating là-dessus aussi. Puis sinon, abonnez-vous à notre Patreon. On s'en va justement shooter un Patreon au moment où est-ce qu'on vous parle, où est-ce qu'on répond aux questions de nos abonnés Patreon. Fait qu'allez voir là-dessus. Et sans plus attendre, en fait, on vous laisse apprécier cette conversation-là avec Rosalie. Donc, bon podcast. Bonne écoute. Rosalie, comment ça va? Hey, ça va bien, vous autres? Ouais, ça va bien. Ça va bien, ouais. Comment tu vis
la situation actuelle. Classique question de début de podcast. Classique question de début de podcast parce que c'est pour ça qu'on enregistre vraiment. On essaie d'enregistrer la journée avant qu'on le sorte parce que pour avoir les réponses au temps où est-ce que ça se passe, là, parce que ça évolue tellement vite. Là. Ouais, c'est intense. Mais je te dirais que, parce que là, Lisanne est repartie chez eux avec Patate. Il y a genre une couple de jours. Mais quand. Ouais, fait que vous autres dans le fond, là, pour ceux qui le savent pas, way back, quand ça a commencé, on a décidé de faire le confinement ensemble. Ça faisait peut-être une semaine-ish qu'il avait commencé à demander aux gens de respecter le confinement. Puis, Lisanne et moi, on a fait le choix de se mettre ensemble dès le début. Un choix qui a un peu semé la controverse, là, mais la majorité des gens open à l'idée. Puis on a vu personne, on est restés juste nous deux ensemble. Puis on faisait full attention, tout désinfecté, tout ce qui rentrait dans la maison, désinfecté de A à Z, tout le kit. Puis là, depuis que Vanessa est arrivée, on a redoublé de prudence parce que dans le fond, Vanessa a fait de l'asthme. Fait que c'est vraiment important de respecter toutes les règles d'hygiène imposées par le gouvernement parce qu'on veut pas qu'elle meure, ça serait comme c'est ça. Puis comment ça a été cet isolement en groupe? Ça a vraiment bien été. En fait, 6 mois plus Lisanne, on s'était pas mis ensemble. On n'est pas sûr de ce qui se serait passé avec nous. On allait vraiment pas bien, isolés chacun tout seul, là, complètement tout seul. Fait que c'était vraiment le meilleur move là, de se mettre ensemble, très sincèrement. Ouais, faut pas sous-estimer l'aspect santé mentale de tout ça. Là. Oui, peut-être que. Mais même pas, vous êtes isolés, donc c'est pas plus risqué, mais justement, là, les dommages auraient été vraiment plus difficiles si vous aviez été chacun de votre bord tout seul. Ben je sais qu'il y a des gens qui le gèrent très bien, là, l'isolement complet seul, mais moi et Lisanne, aucunement. Fait que c'était le meilleur move, vraiment. Ah, c'est tough quand même être tout seul, là. Puis, tu sais, en plus avec l'été qui arrive, c'est comme. Tu sais, c'est juste plate. C'est comme bon, ben, ok. Qu'est-ce que je. Pardon? Où est-ce que vous êtes complètement seul? Moi, je suis solo dolo à la partie, là. Shit, man. Depuis le début, là. Wow. Moi, je suis chanceux, je suis pas tout seul, en fait, là. Fait que ça va, là. Mais je pense que je l'aurais eu rough aussi tout seul, là. J'essaie d'imaginer. Ça, justement, là, c'est tough. Aucun contact humain, aucune personne à qui parler, c'est rough. Moi, je suis quand même un loner dans la vie, là. J'ai jamais eu vraiment besoin d'être en groupe. Puis, tu sais, je suis un gamer. Fait que, je me suis dit, ça va pas être si pire. Mais là, ça commence à être long, là, tu sais. Je commence à réaliser que même si je faisais pas d'activité sociale à tous les jours, j'en faisais quand même plus que ce que je croyais. Là, puis c'est quand tu l'as pas que tu réalises que fuck. 100%. Fait que tu disais que tu étais quand même occupé toi ces temps-ci. C'est quoi que tu fais dans le fond? Qu'est-ce qui t'occupe autant? Ben en fait, comme me garder occupée, c'est la chose qui m'aide à garder ma stabilité mentale. Fait que je me suis donné plein de projets depuis le début de la quarantaine. Là, j'ai acheté un vélo. Fait que je vais commencer à faire du vélo maintenant. Une bonne activité de COVID. Puis sinon, je me suis mis à la couture. Très 2020 de moi, de me mettre à la couture. J'ai jamais fait de couture. Fait que je sais pas si je suis bonne. Mais seul le temps nous le dira. Mais c'est quoi que tu fais? Je peux pas croire si. Ah, vas-y, non. Non, mais je demande, c'est quoi que tu couds? Qu'est-ce que tu fais? Ben là, j'ai commencé. Parce que, genre, vous comprenez pas, je savais pas comment coudre un bouton, là. Fait que là, j'ai comme appris à faire un point normal, puis ces affaires-là. Puis, je me suis acheté une petite grosse machine à 600$ qui s'en vient bientôt. That's it. Ah, c'est souvent une question d'équipement. Là. T'as-tu des cours d'économie familiale? Non, je suis un peu trop jeune pour ça. Ouais, c'est ça, hein? Mais vous, est-ce que vous en avez eu? Ouais. Ouais, on a eu des cours d'économie familiale, puis les souvenirs que j'ai de ça sont... Comme il n'y a rien que j'ai pris puis que j'ai amené avec moi là, dans la suite des choses. Là. Je sais pas pour toi, Dom. Moi, j'ai deux souvenirs. Moi, j'avais cousu des gros dés
pour mettre sur mon rétroviseur de mon char. C'était 2 gros dés là, qui balançaient comme ça quand le char roulait. Là. Wow. Ouais, il fallait faire un toutou, je m'en souviens. Moi, toi, t'avais fait des dés, moi, j'avais fait une licorne. Puis je me souviens qu'on a fait de la croustade aux pommes, ça, je m'en souviens. Puis je me souviens que la prof, Annie Saint-Pierre de son nom, on la salue, avait dit... la salue. Elle avait dit... genre, quand tu cuisines, là, c'est pas le temps de manger en cuisinant, là, tu sais. Fait que pas le droit de manger dans le cours, puis on goûte juste à la fin. Puis elle m'avait pogné à prendre genre un petit bout de cassonade, puis elle m'avait chicané, puis j'avais plus le droit de cuisiner, elle m'avait assis. Puis là, c'était ça mon cours de custard aux pommes. C'est pas des bons souvenirs finalement des cours d'économie familiale pour pas eux. Tant. Mais moi, personnellement, moi qui en ai jamais eu, je me suis toujours dit, je me suis toujours questionné pourquoi ils les avaient enlevés, parce que je trouve ça tellement essentiel. Puis s'il y a bien un endroit où tu es supposé d'apprendre des affaires, c'est bien l'école. Fait que je me disais, apprendre les bases de la cuisine, apprendre à coudre un bouton, apprendre comment faire sa comptabilité. Fucking essentiel. Mais... Ça, c'est le meme qui revient souvent, là. De faire combien de fois est-ce que je me suis servi de Pythagore dans ma vie, mettons. Puis combien de fois est-ce que je suis devant, mettons, un rapport de taxes, puis que je me dis, j'ai aucune calice d'idée de qu'est-ce qui va où, puis il y a des termes là-dedans qu'on dirait que ça pourrait être du chinois, puis je verrais pas la différence. Là, faire un budget, là, c'est des maths, là, tu sais, c'est des maths, mais tu sais, comme l'apprendre à les appliquer, au pire, dans des cours de maths, je sais pas. Mais oui. Mais moi, je suis pas une fervente amatrice du système scolaire. Ah non? Non, pas tant, non. Je trouve qu'il y a beaucoup de lacunes. C'est quoi ton parcours scolaire? Ouais, c'est parce que c'est pas quelque chose, je sais pas si j'ai jamais entendu parler de ton parcours scolaire. En fait, j'étais ce qu'on appelle... Genre là, tu t'as buildé tellement, là. En fait... T'es mieux de me dire que t'as fait un doctorat en sciences pour te rendre compte que c'était pas ça que tu voulais faire, là, comme parce que... Moi, je le sais. Moi, je sais des bribes, là. Je sais que t'as fait du THQ, mais c'est pas grave. Raconte l'histoire, puis on y viendra. Mais, dans le fond, c'est ça. Je suis ce qu'on appelle communément... en fait, j'étais une petite crise. Puis, je tenais pas en place non plus, fait que le système scolaire comme il l'est, parce que je sais que, mettons, il y a des écoles, comment on appelle ça? Montessori. Progressive, là. Oui, c'est ça. Moi, j'allais à l'école régulière. Puis c'était vraiment pas un système qui collait avec ma personnalité d'enfant et d'adolescent. Fait que mon parcours scolaire, ça se résume à 5 écoles secondaires en 4 ans. Puis j'ai redoublé mon secondaire 3, puis j'ai arrêté d'aller à l'école en secondaire 4. Ah ouais. Puis j'ai fini aux adultes, on my own, ce qui était vraiment plus adapté pour moi d'ailleurs. Puis j'ai arrêté l'école à 15 ans, l'école régulière, qui est comme quand même, c'est même pas légal, mais mon directeur m'a laissé le faire parce que lui-même était un décrocheur scolaire. Puis il était comme, je crois en toi, je sais que tu vas réussir quand même, nanana. Le dude, je l'avais vu genre 2 fois dans ma vie, mais big props pour les parents. Mais fait que finalement, j'ai fini aux adultes en travaillant, en étant sur le marché du travail. Fait que j'ai commencé à être sur le marché du travail très jeune, à temps plein. Puis j'ai fini formation à distance assistée. Dans le fond, ça, c'est tu vas pas du tout à l'école, puis tu as juste des cahiers. Ça, c'était l'affaire qui me convenait le mieux, personnellement. Puis après que j'ai fini mon secondaire, je suis allée à l'ITHQ faire un ASC, qui est une attestation d'études collégiales en cuisine de 3 ans. Donc, voilà mon parcours scolaire. Tu vois, mais ça, c'est vraiment la preuve que justement, le système scolaire est pas adapté pour tout le monde. C'est parce que toi, manifestement, t'es quelqu'un qui réussit dans la vie. Je veux dire, c'est pas parce que t'étais pas capable d'accomplir des choses ou de faire de quoi, là, tu sais. Mais l'école était pas un bon fit pour toi, tu sais. Puis, je veux dire, il y en a, tu sais, moi, mettons, au contraire, l'école, ça a tout le temps bien fité, tu sais. Puis, j'avais des bonnes notes, puis ça allait bien. Puis, j'étais à l'université, parcours normal, mais j'ai plein de monde autour de moi. Puis, tu sais, moi, je fais de la musique en plus. Puis, surtout en musique, tu sais, moi, mettons... Moi, j'ai étudié là-dedans, puis ça m'a vraiment servi, puis je suis pas sûr que j'aurais été quelqu'un qui aurait été full autodidacte, puis full capable de le faire par moi-même. Mais il y en a d'autres autour de moi qui sont tellement bons, puis que les autres, c'est juste
naturel ou c'est juste comme à l'école, t'es pas un bon fit, mais ils ont appris puis ils sont arrivés d'une autre manière. Tu sais. Ouais. Je trouve ça drôle parce que c'est un peu pas tabou, mais c'est un peu mal vu de dire comme que t'as pas eu un parcours scolaire régulier, un peu comme si t'étais comme mésadapté, je sais pas trop comment dire ça. Mais il y a plein de gens qui réussissent de plein de façons différentes, puis il faut juste pas s'arrêter à dire tu t'es pas dans le moule, fait que dans le fond, je sais pas, t'es pas intelligente ou t'es pas. Ouais, moi ça a été une grosse. Ça m'a mis full de pression de pas avoir fini mon secondaire d'une façon normale. Là. C'est comme je me suis fait vraiment juger par rapport à ça. Ouais. Je pense que le problème, il vient vraiment. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, le système d'éducation, faut que tu aies certains standards pour être. Tu sais, parce qu'il y a tellement. Il y a tellement de jeunes, puis tu sais, il y a quand même une base à apprendre. Mais j'ai l'impression que le problème vient vraiment dans la stigmatisation des gens pour qui c'est pas fait pour eux. Ouais. Tu sais, moi, mettons, pour prendre mon exemple, moi, si c'était pas du sport, puis la raison principale pourquoi pourquoi j'allais en sport-études au secondaire, pourquoi j'étais allé au cégep en sport-études aussi, puis à l'université pour nager pour le Rouge et Or, si c'était pas du sport, souvent, je le disais à mes parents, moi, je détestais me lever le matin pour aller à l'école. Souvent, je disais à mes parents, moi je vais faire un DEP en boulangerie, puis je vais être content, là, je vais être vraiment heureux de faire ça. Puis ça, c'est même pas une joke, là, je l'ai dit souvent, puis finalement, juste parce que j'avais le sport, j'ai persisté dans ça. Mais je pense que le problème vient vraiment de l'espèce d'idée, de la connotation négative qui vient avec les gens qui font « Hey, moi, c'est vraiment pas pour moi, puis c'est pas la façon avec laquelle je veux apprendre, puis je veux me former. Tu sais, parce qu'il y a 1 million de façons de se former. Tu sais, mettons, aujourd'hui, si tu veux commencer la couture, tu sais, t'es pas obligé d'aller faire un cours en couture, là, tu peux te former, tu sais, si tu l'apprends. YouTube! Exact. Ben, c'est ça, exact. Ouais. Il y a un... vas-y, Adam. Non, mais j'allais juste dire, surtout, faut qu'il y ait une place pour ces gens-là, tu sais. Mais je pense que les DEP, justement, ça n'était une bonne place pour ces gens-là, que tu peux aller faire quelque chose d'appliqué vraiment rapidement, puis de travailler là-dedans. Mais c'est ça, exact. Tu sais, c'est pas parce qu'on n'est pas, finalement, ben, comme on se répète, mais pas parce qu'on ne fait pas dans un certain moule qu'on est bon à rien, finalement. Mais tu vois, comme moi, mettons, je l'oublie quasiment que j'ai fait une attestation d'études collégiales parce que mon cours de cuisine, c'était tellement du fucking bonbon pour moi. C'était tellement c'est ça. naturel. C'était tellement... j'y repense, j'y retournerai demain. Là. Moi, j'ai adoré le THQ. Fait que tu le vois vraiment que c'est pas une question de problème d'apprentissage. C'est peut-être un problème d'intérêt. J'ai de la misère à apprendre les choses, à apprendre par cœur des choses qui m'intéressent pas. Ça, c'est genre un gros problème à l'école classique. Là. Tu sais, apprendre des affaires d'histoire, de date, de oh là 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 là, tu viens de me perdre bien raide, mais apprendre comment faire une sauce béchamel par cœur. Regarde, Puis quand tu étais à l'ITHQ, est-ce que c'est parce que quand tu es rentré sur le marché du travail, tu étais en restauration ou bien c'est quelque chose qui t'avait toujours intéressé? Ou... en fait, j'ai arrêté de travailler en restauration l'année passée. Ça fait 1 an maintenant. Puis j'ai fait 10 ans en restauration en tout. Ah ouais. Dans les cuisines ou sur le plancher? C'est ça, mais sur le plancher. J'ai jamais travaillé en cuisine. En restauration, je suis toujours travaillée comme serveuse. Sauf que, tu sais, je connais très bien l'ambiance de la restauration et tout. Sauf que quand je suis allée faire mon cours à l'ITHQ, c'était pas en pensant travailler dans une cuisine. Ça m'a jamais intéressé. Faut être un peu maso là, pour vouloir travailler dans une cuisine. C'est intense, là. C'est fucking... C'est comme un peu l'armée. Ouais. Parce que tu as des moins bonnes conditions, genre. En tout cas, c'est vraiment intense. Much respect à ceux qui le font, mais moi, ça m'a jamais intéressé. À la base, ce que je voulais faire, je voulais pas faire YouTube, c'était pas ça mon but, c'était d'avoir un service traiteur commercial. C'est ça qui m'intéressait. Mais finalement, j'ai fait YouTube. Et nous voilà. C'est drôle que tu parles d'armée pour comparer la cuisine parce qu'on a reçu Bob le chef sur le podcast. Pis, je l'aime! Ben oui, il est merveilleux. Puis il a utilisé la même analogie, là, que c'est un peu comme l'armée. Oh, ouais, c'est vraiment ça, tu as des grades, puis il faut que tu respectes ton supérieur, puis tu fermes ta gueule, puis tu fais tes affaires, puis tu réponds pas à personne, puis oui, je sais! Ouais.
Puis tout le mode de vie autour de la restauration, on entend parler que c'est intense, ça se couche tard, c'est sur le party, ça boit, ça prend de la drogue, tout ça. Ouais. C'est toi, dans ton expérience, toi, dans ton milieu, c'est-tu comme ça? C'est-tu exagéré ou c'est vraiment de même? Ça dépend du resto où tu travailles. Ça dépend aussi de l'intensité de la tâche à accomplir. Mettons, j'ai travaillé au Pied de Cochon à Montréal. Puis, veux pas, c'est une job qui est extrêmement difficile parce que c'est un resto avec des standards extrêmement élevés. Mm-hmm. Donc, mettons, je faisais des 2 à 2. Donc, je faisais des 2 heures l'après-midi à 2 heures du matin. Tous les jours, 4 jours par semaine. Plus j'allais à l'école, plus je faisais YouTube. Fait que, veux pas, c'est pas très sain comme mode de vie. Puis oui, c'est sûr qu'on boit de l'alcool à côté parce que, first, quand t'es en service, souvent, quand tu as une bonne relation avec tes clients, ils vont vouloir te faire boire. Fait que là, tu vas boire avec tes clients, puis là, ils font un peu comme une tâche de te saouler. Genre, je sais pas, c'est comme « Ah, je t'aime bien, on va te saouler. » Puis après le shift, qu'est-ce qu'il y a à faire à 2 h du matin à part aller boire un verre? Pas grand-chose. Fait que, ouais, t'es constamment sous l'influence de l'alcool. Puis c'est sûr qu'il y a certains tombent... en tout cas, je vais parler pour moi, mais c'est sûr, moi, je prends pas de drogue depuis que j'ai 16 ans. Mais à 16 ans, il s'est passé un esti de brosse de calice. Puis depuis ce temps-là, je me suis réveillé dans un ditch à poil. Puis je me suis dit plus jamais. Je prends ma retraite de drogue. Pour de vrai, j'ai commencé à prendre de la drogue à 14, puis j'ai arrêté à 16, puis j'en ai fait pour au moins toute ma vie. mais je sais que, mettons, en cuisine, ça va être comme... C'est tellement difficile de travailler dans une cuisine, puis eux, ils font des 14-16 heures des fois. Je veux dire, c'est même pas humain. Fait que, fait que tu vas faire quoi? Tu vas prendre quelque chose qui va te donner un petit kick plus qu'un café. Là. Exact. Mm-hmm. Moi, quand je closais, j'ai travaillé vraiment pas longtemps, là, moins d'1 an à Cage au Sport dans la cuisine. Là, puis quand je closais, c'était le meilleur bout parce que il est rendu vraiment tard, t'es dégueulasse, t'es couvert de sueur. Puis là, nous autres, notre gérant de cuisine, il arrivait avec un pichet de bière en arrière. Il mettait le pichet de bière sur le comptoir. Puis là, quand le pichet de bière était sur le comptoir, c'était que le dernier client était sorti ou la cuisine était fermée, dans le fond. Là. Fait que là, le cuisinier qui était sur la ligne, il mettait la radio, puis on écoutait du Metallica, puis on closait la cuisine, puis en buvant de la bière. Puis ça, c'était comme, enfin. Tu sais, ça me rappelle vraiment beaucoup, en fait, l'espèce de feeling... après un effort physique soutenu, mettons une course, là, quand je vais courir, puis je reviens après, puis c'est comme, tu sais, l'espèce de calme après la tempête. Là. Ouais, ça, c'était un bon feeling. Quand je joue de la musique... vas-y, excuse. J'allais juste dire, quand je joue de la musique au Montego, tu sais, PH, tu venais des fois, là, tu sais, puis juste la fin de soirée, tu sais, que, tu sais, moi ma gig est finie, puis les serveurs, je prenne une bière aussi, c'était la même affaire. Là, tu sens que comme on a passé à travers d'une autre soirée. Puis tu sais, c'est comme à chaque fois, c'était un esti de guerre, puis on a passé à travers. T'sais. Puis demain, on recommence. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que c'est pas une affaire d'une fois, c'est exact. Ça toutes les soirs. Fait que, ouais. Mais est-ce que vous voulez une anecdote vraiment. Absolument. Oui, absolument. On est là. C'est sûr que oui, là. Quand j'avais 18 ans, fraîchement majeure, j'ai commencé à travailler dans un Boston Pizza. Puis, ce Boston Pizza-là était situé à côté d'une SAQ Express. Fait qu'une SAQ ouverte jusqu'à 22 h. Puis, j'y pense là, pour de vrai aujourd'hui, puis comme ça n'a pas de bon sens qu'on faisait ça. Ça n'a pas de bon sens. On allait chercher par chiffre une bouteille de rhum ou 2. Puis, on avait une machine à slotch. Moi, je travaillais au bar. Puis, on faisait des shooters de rhum et de slotch pendant le shift devant les clients au bar. On devenait complètement chaud à la fin du shift. Puis, on faisait des fois quelque chose qu'on appelait la tournée des bières. Mm-hmm. C'est parce qu'on n'a pas le temps de boire pendant le shift. Il faut que ça soit un shot ou genre quelque chose de rapide. Fait que quand on faisait la tournée des bières, c'était genre tous les fûts. On les passait un après l'autre. On se plaît une bière, on mettait 3 pains dedans, puis on calait la bière.
devant les clients, genre, je comprends même pas comment qu'on faisait ça, genre. Puis les clients, genre, go. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que... Ouais, mais mettons, les gérants étaient-tu dans le coup ou non? Ouais. Ben, pas le gérant principal, mais les assistants gérants, oui. Fait que quand le gérant était là, il fallait qu'on soit slick, mais on le faisait pareil. Puis quand c'est les assistants gérants, c'était chill. Mais tu sais, en bout de ligne, eux autres, là, si tu mets le party dans la place puis tu vends, je pense que ça sec un peu, tu sais, que tu sois saoul ou non. Mais tu sais, l'affaire, c'est qu'on faisait ça côté bar, sauf qu'après ça, les autres serveurs, ils retournaient côté salle à manger avec les petites familles. Ah ouais. Ah ouais, complètement arraché là, avec son plateau. Ouais. Avec des nuggets en forme d'animaux. Là, puis comment ça a commencé le YouTube Game pour toi? Qu'est-ce qui a fait? Mettons, y a-tu un moment marquant où tu t'es dit, oh crème, ok, il y a quelque chose là? En fait, quand j'ai commencé, ben en fait, non, ok, je vais reculer un petit peu plus que ça. J'ai rencontré quelqu'un du nom de Lisanne Nadeau un bon jour. Puis moi, je la connaissais pas, Lisanne, puis moi, je connaissais rien du YouTube Game. On est en quelle année, là, à peu près? C'est il y a 6 ans. Donc, en 2014. Fait que même Lisanne a commencé, là. Ben ouais, Lisanne, elle avait 50 000 abonnés sur YouTube quand on s'est rencontrés. Puisque pour moi, c'était genre, what the fuck, là, je comprenais rien. Mais tu sais, en tout cas, je connaissais rien là, du YouTube Game. Tu sais, j'étais la classique YouTube user qui écoute des vidéoclips. Ça s'arrête là. C'était ça, ma vie. Puis, ben, on est devenus vraiment amis. Puis elle habitait dans ce temps-là avec Thierry, Miro et Simon, qui étaient tous, dans le fond, des YouTubeurs à cette époque-là. Fait que je suis rentrée comme dans un appart de 4 YouTubeurs qui font juste du contenu YouTube constamment. Fait que je me suis adaptée, mettons, rapidement à leur univers. Mais moi, j'étais zéro réseaux sociaux. Je pense même pas que j'avais Instagram. Là, ça allait pas mon affaire. Là. Ben, de ce côté-là. Moi non plus, j'avais pas Instagram dans ce temps-là. Non, OK, bon, tu vois. Puis, finalement, moi, je finissais mon... ben, en fait, non, je commençais à l'ITHQ comme dans quelques mois, quand j'ai rencontré Lisanne. Puis Thierry m'a dit... Pourquoi tu fais pas un YouTube de bouffe? Puis là, j'étais comme, non, tu sais, genre, je connais pas la caméra, je connais pas de logiciel de montage, je connais fuck all, tu sais, je connais rien à tout ça. Fait que non, tu sais, c'est une idée, mais non. Finalement, 1 an après, je m'ai dit ça, j'ai décidé de me starter mon YouTube channel, puis c'était vraiment out of love, là. Si je m'attends, c'était pas genre, ça va être ma carrière. C'était juste comme, ben, ça me tente de le faire. J'allais à l'école, j'apprenais des trucs. Fait que je me disais, ben, crime, je pourrais, genre, montrer des trucs sur le web. Fait que j'ai commencé à faire ça. Ma chaîne YouTube était pas exactement ce qu'elle est aujourd'hui. Mais c'était bourré de bonne volonté. Mm-hmm. Puis, ben, ça paraît. Ça, c'est ce qui paraît le plus. Là. Ouais. Mais, ouais, puis finalement, ça a évolué. Puis maintenant, c'est mon métier. C'est fou, hein? Puis justement, là, ça t'a permis de carrément lâcher la restauration puis pouvoir faire juste ça maintenant? Ouais, ça m'a pris longtemps avant de décrocher la restauration. Ça m'a pris 2 ans. Ben, c'est ça, au début, ma première année, j'ai eu 10 000 abonnés puis je faisais pas une crise de scène. Mm-hmm. Fait que j'aurais pas pu lâcher ma job. Mais en fait, c'est parce que j'aime ça, la restauration. C'est quelque chose que j'adore. Fait qu'à la fin, c'était un peu de je vais avoir un salaire vraiment instable, puis j'aime vraiment ça, la restauration, fait que ça me tente pas de quit. Mais à un moment donné, c'était rendu ingérable. J'étais plus capable du tout de gérer mon horaire au resto parce que j'avais des gigs, puis plein de shit, là, fait que ça marchait plus. Fait que j'ai fait YOLO! Puis c'est ça. Tant mieux, c'est cool. Le grand saut. Ouais, that one! Puis là, depuis le confinement, je semblais voir que la cadence avait un peu ralenti. C'est-tu juste une impression ou... Non, ben en fait, elle avait ralenti un petit peu avant ça. Okay. Maintenant, je le dis vraiment ouvertement parce que je trouve que c'est important, mais j'ai fait un burn-out, dans le fond, l'année passée, en 2019. Puis là, je suis encore en train de remonter la pente de tout ça. S'épuiser mentalement, là, c'est vraiment difficile de revenir à ce que c'était avant. Fait que j'essaie de pas mettre trop de pression sur les vidéos YouTube parce que je m'en mettais énormément. Je m'en mets encore beaucoup, mais j'essaie de prendre ça un peu plus relax. Puis c'est sûr que pendant le confinement, moi, je travaille avec
avec ma coworker là, qui s'appelle Rebecca Tremblay. Puis dans le fond, elle est là since day one là, pour le channel. Puis elle est en confinement aussi de son bord, fait qu'on pouvait pas faire des vidéos. Mais là, vu qu'ils ont commencé à déconfiner un peu, on s'est parlé peut-être la semaine prochaine, filmer quelque chose. Fait que c'est ça. Cool. Puis, si t'es pas à l'aise d'en parler, parlons-en pas, mais je trouve ça intéressant. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans un stress lié au travail. Comment ça t'est apparu initialement, ce burn-out-là? Comment est-ce que tu as vu des signes ou est-ce que tu as fait OK, non, là, il y a quelque chose dans moi, il y a quelque chose dans la façon avec laquelle j'aborde ce que j'aimais faire qui, là, est différente? Ça a été vraiment graduel. C'est pour ça que ça a pris vraiment longtemps avant de comprendre qu'est-ce qui se passait. Ça m'est pas tombé dessus comme... je pense pas que ça tombe sur personne juste d'une shot non plus. Là. Fait que, au début, c'était des petits trucs comme... j'ai arrêté de faire des choses que je faisais avant, là, comme du self-care. Là, j'ai arrêté, mettons, de prendre des moments pour moi. J'ai arrêté de m'entraîner. Là, à un moment donné, c'est pas une joke, j'ai arrêté de me faire à manger, ce qui est vraiment fucked up. Parce que c'est genre l'affaire que j'aime le plus faire au monde. Parce que tout ce que je faisais, c'était travailler. Puis ça, c'est arrivé, comme je vous dirais, mettons, mai l'année passée, j'ai même pas fêté ma fête du tout, genre rien, parce que j'étais en train de gérer mon YouTube, gérer mon Insta. J'avais 3 contrats pending, genre, que j'étais en train de faire. Plus, il fallait que je fasse toutes les photos pour mon livre au complet en studio. Fait que ça, c'était des journées à peu près de 12 heures pendant un mois, 5 jours par semaine. Fait que c'était complètement cinglé. Puis, j'ai juste arrêté de toute autre activité que travailler. J'ai tout arrêté. Fait que là, à un moment donné, j'ai commencé à avoir des signes de stress énormes, là, physiques. Fait que dès que je m'assoyais, puis ça, je me bats encore avec ça, là, dès que je m'assoyais devant mon ordi pour commencer à travailler, que ce soit un montage ou whatever, mon cerveau, il me disait, il voulait tellement me dire « arrête » que là, j'étais rendue que ça me piquait. Ça a commencé à me piquer. Je shakeais. Puis, attends, il y a un autre signe. Shakeais. Ah, puis ma mâchoire était genre fucking serrée. T'es pas bien, là. T'es crissement pas bien. Puis j'étais là, tabarnak, qu'est-ce que c'est pas comme si, je sais pas, là, je faisais une tâche ultra compliquée. Je fais la même affaire que d'habitude. Mais c'est juste mon corps qui était juste comme... arrête! Tu sais, vraiment intense. Fait que là, je m'en rendu là, j'avais comme pas le choix de me rendre compte qu'il y avait comme un petit problème, un petit quelque chose qui clochait. Puis c'est sûr, ma relation de couple aussi en a pris une hostie de débarque. Fait que tout allait pas bien, là, je vous dirais. Puis je suis allée voir mon médecin parce que j'ai commencé à avoir un petit peu des pensées noires, là. J'étais vraiment rendue deep. Puis mon médecin m'a conseillé de prendre des antidépresseurs après plusieurs tests. Elle a été vraiment... ça m'a pas juste prescrit ça comme s'il n'y avait pas de lendemain, là. Elle a vraiment fait attention. Puis j'ai commencé à prendre ça. Puis maintenant, je prends vraiment du mieux. Tu sais, au jour le jour, là, comme on dit. C'est un peu quétaine comme expression, mais Chris, c'est vrai. Puis, ouais, ben là, ça commence vraiment à aller mieux comme... OK, ouais, une autre affaire, là, un autre signe. J'avais fuck all plus d'énergie, puis je suis la personne avec le plus d'énergie sur la fucking planète. Puis là, je me reconnaissais même plus, là. J'étais même plus capable d'entreprendre un projet. Genre, j'étais juste comme... Ça, là, ça m'a hantée. J'étais comme, oh mon Dieu, d'un coup, je reste de même pour toujours. Et là, ça va mieux, là. En tout cas, tu sembles avoir de l'énergie aujourd'hui, fait que ça semble aller de mieux en mieux, en tout cas. Bravo. Mais en fait, même le petit trick, c'est que même quand j'allais pas bien, j'avais semi de l'air de ça. Ouais. Fait que le monde autour de moi, il s'en rendait pas tant compte. Mais justement, c'est drôle. Ben, c'est pas drôle, mais tantôt, j'écoutais le podcast que tu as fait avec Pelle Cloutier, puis je pense que c'était exactement dans cette période-là, parce que tu disais, la semaine passée, je faisais mon shooting pour mon livre, nanana. Puis, de la manière que tu m'en parles là, effectivement, que t'avais pas de l'air d'aller si mal. Tu disais, je suis dans le jus. T'avais pas l'air de quelqu'un complètement au bout du rouleau, mais j'imagine que t'étais bonne à masquer un peu le...
J'ai beaucoup d'orgueil. Que ça aide à faire comme si tout était correct. Puis, suite à ça, est-ce que tu as réussi à identifier certaines affaires plus que d'autres qui participaient à cette espèce de charge mentale-là? Des affaires que tu jugeais peut-être pas... tu sais, parce qu'il y a vraiment une limite de trucs que tu peux faire dans ta vie. Puis si beaucoup de si un haut pourcentage de ces choses-là sont des trucs qui te font chier ou qui te créent qui te créent quelque chose que tu n'aimes pas nécessairement, même si ça fait du sens de les faire pour X ou Y raison, s'il y a un haut pourcentage des trucs que tu fais au quotidien que c'est pas nécessairement ce que tu ferais si tu avais le choix à 100%, tu as réussi à essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui avait amené là, ou bien c'est juste le surtravail et tout? C'est un mélange de surtravail parce que je me suis vraiment, vraiment surmenée. Puis aussi que, je sais pas si vous avez déjà, probablement que vous avez déjà regardé une vidéo, si vous me passez en... Oui. Dans le fond, je me pousse tellement, je veux tellement que ça soit comme parfait, je veux tellement que ça se démarque, que ça soit exceptionnel, puis tout, que je me mets beaucoup de pression, puis je mets énormément de travail dans un seul vidéo. J'ai calculé au fil du temps combien ça nous prenait de temps faire un vidéo. Ça nous prend 80 heures, OK, faire un vidéo. Puis, c'est sûr qu'il y a des trucs là-dedans que c'est pas mes affaires préférées à faire, tout le processus de la vidéo. Mais il y a une partie que j'aime full. J'ai le goût de dire j'aimais, en tout cas, que j'aime, qui est le montage. J'aime vraiment ça, sauf que ça me prend tellement de temps, là. Il y a des vidéos sur lesquelles on a passé là, des 40-50 heures de montage. Là. Ça n'a juste pas de calice de bon sens. Non. Puis, c'est pour ça que même maintenant, quand je pense à faire une vidéo, j'ai comme le petit regain de stress de mon corps qui me dit non, fais pas ça, parce que j'ai tellement mis tout ce que j'avais là-dedans qu'il est comme, j'ai l'impression que mon cerveau me dit comme, je suis pas sûre que je veux que tu recommences à faire ça. Mais c'est pour ça que j'ai comme une relation amour-haine avec le montage maintenant. Mais pas mal toutes les étapes de faire une vidéo, je les aime, mais c'est juste que le montage à cette heure, on dirait que ça me pèse. Ouais. Mais tu sais, puis cette attention-là au montage, clairement apparaît, là. Tu sais, dans tes vidéos, je veux dire, c'est... Imagine, ça serait de la merde. Non, mais c'est ça, mais c'est aussi probablement une des raisons pourquoi ça pogne autant, pourquoi est-ce que tes trucs marchent autant, c'est parce que c'est vraiment de la qualité, là, tu sais. Puis après ça, c'est de dire, bon, mais qu'est-ce qui est, tu sais... Ouais. Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui l'est pas, C'est-tu quelque chose que tu serais prête à déléguer ou jamais tu déléguerais cette tâche-là à quelqu'un? J'ai tellement pensé, parce que dans le fond, Becky l'a fait avec qui je fais mes vidéos, elle a fait le dérush, qui est une grosse partie du montage aussi. Ouais. Mettons, c'est parce qu'on filme énormément. Mettons, pour une vidéo, on peut filmer pendant 5 heures, on va avoir 5 heures de footage, parce que c'est de la cuisine, fait que c'est comme, tu sais, c'est pas comme juste du talk, c'est comme, en tout cas. Puis, quand elle me donne le footage, moi, j'ai genre 1 heure, mettons, que je dois réduire à peu près 15 minutes, mais c'est 1 heure de stock complet, que c'est toutes des affaires qui pourraient servir. Fait que de faire le tri là-dedans, puis de décider le pace, puis tout ce qui va... C'est fucking hardcore, là. Mais tu sais, c'est peut-être une question aussi de... Tu sais, mettons, ce que vous faites, c'est une business, puis tu sais, tu poses la question, OK, comment on peut arriver à un aussi bon résultat en moins de ressources, moins de temps, là, tu sais? Il y a sûrement des moyens de te dire, OK, peut-être que c'est... Je sais pas, tu dois fucking bien connaître ton logiciel de montage, mais il y a peut-être des shortcuts, des trucs que tu peux faire, des presets qui fait que ça va plus vite. Tu peux peut-être dire, OK, on va vraiment peut-être plus brainstormer avant pour shooter moins, pour avoir moins de rush, pour avoir gagné du temps après. Tous des trucs qui peuvent faire que si en bout de ligne, le résultat est aussi bon, mais tu as mis le 2/3 du temps, ben c'est déjà ça de gagner. Tu sais. Ben, j'ai énormément pensé, là. Je te dirais. Pour le logiciel de montage, on l'utilise vraiment de la façon la plus efficient possible parce que Chris, que j'ai pas le goût de perdre mon temps quand je fais du montage. Je connais tous les shortcuts par cœur. Tu sais, j'ai pas vraiment de façon de faire des presets à part mes animations parce que c'est comme la seule affaire que je peux avoir des presets.
Puis même encore là, je suis tellement mongole que j'essaie tout le temps de changer mes animations. Fait que là, en tout cas, ça me prend un temps fou. Puis mes vidéos sont en fait full construites. La majorité des gens savent pas ça, mais je fais tout le temps une planification vidéo avant de faire mes vidéos. C'est ça a l'air d'un travail d'école, là, quasiment. Puis c'est comme le titre, ce que je veux pour le thumbnail, puis après ça, l'intro, qu'est-ce que je veux dire pour l'intro, une idée d'animation pour qu'on prenne des shots de choses qu'il va falloir prendre en animation. Après ça, lors de la vidéo, évidemment, la recette que j'ai testée, retestée, tout est genre écrit. Puis après ça, on fait juste prendre les shots comme sont écrits, mais c'est juste que souvent, faire ces affaires-là, je vais donner un exemple, comme là, la prochaine vidéo que je vais faire, c'est 3 recettes transparentes. Fait que là, malheureusement, il faut quand même filmer toutes les étapes de toutes les recettes parce que je sais pas qu'est-ce qui va être essentiel de laisser au montage. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais, fait que finalement, je t'apprends rien. Mais c'est ça qui est fucked up, c'est que, tu sais, c'est d'essayer de faire du contenu de qualité finalement aussi bon que ce que tu ferais à la TV, mais qu'il y a des équipes de 10, 15, 20 personnes qui travaillent là-dessus. Ben oui, c'est ça, exact, c'est ça. C'est vrai de ça, là. Ouais. C'est vrai de ça. Puis, mettons qu'on... admettons que je te dis tu as infini de ressources devant toi. Quel est le scénario A++ que tu as, là, tu sais? Comme ma team? Qu'est-ce que je voudrais comme team? Non, pas nécessairement comme team. Mettons, c'est quoi ton scénario idéal pour dire, OK, non, là, je serais vraiment confortable de faire ça dans le temps que ça prendrait, mettons? C'est-tu d'avoir un monteur professionnel à qui tu fais 100% confiance? C'est-tu, c'est mon fucking rêve. Ben, parce que ça se peut, ça existe, là, tu sais. Je sais, mais gars, j'ai essayé d'en trouver. C'est comme quelque chose qui est vraiment intime pour moi d'une certaine façon, parce que j'ai vraiment comme mon style. Puis il faudrait que la personne comme respecte mon style. Puis tout le monde a son style, fait que là c'est comme un peu fucké. Puis tous les gens avec qui j'ai essayé de faire des tests pour voir si je pourrais déléguer mon montage, ils montaient d'une façon. Il était très bon là, mais ils montaient d'une façon classique YouTube, c'est-à-dire des espèces de des zoom-in puis des zoom-out constamment, puis des genres de mimes à droite puis à gauche. Très, très fast-paced, mais comme un petit peu trop pour de la cuisine. Fait que ça colle pas puis ça passerait jamais. Genre, je mettrais ça sur YouTube puis le monde ferait comme « The fuck? » Genre, quoi ça, Gaulis? C'est ça l'affaire, c'est que le monde soit tellement habitué à ton style de montage que là, ils te connaissent tellement bien qu'ils vont probablement s'en rendre compte, là, mais en même temps... Mais j'aimerais tellement ça, là, si vous saviez comment j'aimerais ça, pouvoir trouver quelqu'un... À la limite, quelqu'un qui pourrait juste faire mes animations, ça serait insane parce que ça, je passe vraiment un temps fou puis je suis vraiment loin d'être une professionnelle. Là, Bon, ben, si quelqu'un qui écoute ça, ben, envoyez votre portfolio à Rosalie. Sauvez-moi! As-tu essayé Fiverr? Fiverr? Non, c'est quoi? C'est un site web où est-ce que, admettons que moi j'ai une photo que je veux éditer, là, puis que là, tu peux voir toutes des personnes qui offrent leur service d'édit. Ah oui. Tu vois un rating avec des étoiles, le nombre de ratings, puis mettons, tu as plusieurs paliers, là, mettons 5$ par photo, 30$, 50$ jusqu'à, mettons, 10 000$ par photo. Puis là, tu peux leur envoyer, t'envoies le truc, puis si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, ben, t'auras payé ça pour que ce soit pas bon. Mais ça revient quand même cheap, puis c'est qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde avec beaucoup de portfolios différents. Puis tu peux le faire pour des vidéos. Fait qu'admettons, t'arrives avec ton rush, tu dis, voici le rush, puis fais-moi pour 30$ la meilleure chose que tu peux faire. Puis là, peut-être qu'à un moment donné, tu vas tomber sur quelque chose qui fait Chris, ça me ressemble donc bien, tu sais. Parce que c'est sûr que dans la masse, il y en a. L'autre question que j'avais sous-jacente à ça, puis c'était pas une plug pour Fiverr, là, tu check ça si tu veux, là. Mais l'autre question que j'avais, c'est est-ce que tu penses que dans tout ça, puis moi je sais que c'est mon cas, là, les moments où est-ce que je suis le plus stressé, c'est souvent parce que j'ai de la misère avec le laisser aller. Est-ce que tu penses que ça, c'est un problème que tu as? Ben, en fait, tu sais, comme quand tu passes une entrevue, puis que là, ils disent donnez-moi tes qualités puis tes défauts, puis là, tu te dis je suis trop perfectionniste, parce que c'est genre mais c'est. Mais toi, c'est ça pour vrai. C'est un problème, là, pour vrai. Mais ouais, je suis absolument
capable de faire les choses à moitié. Je suis pas physiquement capable. Je vais juste pas arrêter jusqu'à temps que ça soit exactement comme je veux. Fait que oui, je me mets vraiment beaucoup de pression. Puis je suis pas. C'est pour ça aussi que j'ai de la misère à déléguer, là, parce que ça me tente pas de taper sa tête de personne. Puis je veux dire, tout le monde est bon dans ce qu'ils font. Puis moi, j'ai mon idée. Fait que c'est difficile que. Tu sais, Becky, mettons, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble pour YouTube. Fait qu'elle me connaît en tabarnak. Fait qu'elle, genre, elle sait tout comment que je suis. Mais j'ai évolué avec elle. Fait qu'elle a appris au fur et à mesure. Mais tu sais, mettons que je ferais rentrer quelqu'un là-dedans, c'est sûr que ce serait pas exactement comme je veux. Fait que, ouais, j'aurais de la misère. C'est poche, hein? Que je préfère bien plus de contenu. Je pourrais avoir une vie aussi. Ça serait smart. C'est clair. Puis est-ce que c'est une option de te dire, OK, moi, je veux travailler 40 heures semaine, puis that's it, puis je n'en ferai pas plus, puis ça prendra le temps que ça prendra à faire une vidéo? Ou ben, c'est pas une option de faire ça? On dirait que là, je suis comme en vacances depuis un bout, vu que j'en fais plus. Fait que là, je suis comme, ce serait pas si pire, un 40 heures à faire ça. Mais c'est parce que j'imagine que tu as de faire des semaines T'as de faire des semaines fucking en haut de 40 heures, on s'entend, là? Ouais, habituellement, là. Ben, mettons, habituellement, quand je fais des vidéos, du moment où je me lève jusqu'à comme. J'ai un 2 heures à la fin de ma journée où je travaille pas. Ah ouais, hein? Ah ouais. J'écoutais. Dans le podcast que j'écoutais, tu disais que des fois, tu montais jusqu'à midi. Genre, tu te couchais pas. Tu faisais ton montage jusqu'à midi le lendemain. Tu peux pas faire ça. Tu peux juste pas faire ça. Mais j'ai pas fait ça souvent, là. Mais mettons, à un moment donné, je faisais une vidéo avec Simon Leclerc, puis lui, il faisait une vidéo sur sa chaîne, puis moi, je faisais une vidéo sur sa chaîne, puis sur ma chaîne. Puis les deux, on s'était seté un horaire. Moi, je me mets jamais d'horaire parce que non, ça va pas avec moi. Sauf que lui, mettons, il y a un nombre de vidéos qui sort à toutes les je sais pas combien. Fait que là, il m'a dit, OK, fait que mercredi, il faut avoir la vidéo. Puis là, on a eu un fuck. Mais il fallait quand même que je finisse la vidéo. Fait que j'ai monté jusqu'à midi le lendemain. Genre, on avait commencé à monter peut-être à 1h. Oh, ça, c'est savage. 23 heures en ligne. Ouais. Ça, c'est savage. Aïe, aïe. Puis, pour l'avoir fait, pour venir de l'avoir, de venir de le faire, en fait, là, écrire un livre de recettes, c'est du stock aussi. Ouais. Fait que ça, c'est sûr que ça l'a pesé un peu dans ton schéma de charge mentale, là, parce que tu penses tout le temps à ça. Mm-hmm. Ouais, vraiment. Puis mettons, t'es-tu... est-ce qu'au final, l'expérience d'écriture du livre a été positive, j'imagine? Parce que je sais exactement ce que ça représente. Là. Puis c'est pas tout le temps, même si, mettons, t'es super content du résultat final, le processus pour se rendre là dans un... Tu sais, on s'entend, t'es pas en train d'écrire... t'es pas en train d'écrire un roman d'auteur, là. T'es pas en train d'écrire Le Plongeur, t'es en train de faire quelque chose que tu sais qui va être d'une certaine façon de la consommation impulsive de gens qui achètent tous les livres de recettes. Fait que tu sais qu'il y a quand même des deadlines à fournir parce que tu as un éditeur qui travaille avec toi. Mm-hmm. Fait qu'il y a toute cette pression-là. Comment tu l'as vécu, toi? Si tu veux pas, t'es pas obligé de te mettre dans la merde auprès de ton éditeur. Là. Non, je veux pas tout. Mais de toutes les choses sur lesquelles j'ai travaillé, sincèrement, je peux dire que mon livre, c'est la chose sur laquelle j'ai travaillé le plus fort. Même plus que mon channel. Puis le petit fuck qu'il y a eu avec les deadlines, c'est que j'ai rencontré la maison d'édition, je leur ai parlé de mon projet, je leur ai montré le sketch du livre. C'est chez qui, by the way? C'est les éditions de l'Homme. Ouais. Puis c'est ça, là, il était super intéressé par le projet, puis il était comme, OK, ben on te revient sous peu avec un contrat. C'est toi qui les as approchés? Moi, avec mon agence, okay. mon agent David. Là. Puis, c'est ça, il était super intéressé. Fait que là, 1 mois passe, 2 mois passe, 3 mois passe.
pas tant de nouvelles. David les relance, pis ça. Donc, il était super occupé parce qu'il venait de lancer genre 3 livres, des vraiment gros livres. Fait qu'il y avait comme des lancements, puis plein d'affaires. Sauf que eux, ils m'avaient dit, faut absolument sortir ton livre en septembre parce que c'est comme la rentrée des classes, puis tout ça, puis ça fit. T'sais. Fait que là, comme 4 mois passent. Puis là, 4 mois pendant lesquels les autres, ils devaient penser que toi, tu travaillais sur tes affaires. Là. Mais non, tu sais, parce que moi, j'ai pas de nouvelles. Fait que je suis comme, ben au pire, je vais aborder une autre maison d'édition, puis peut-être qu'ils vont vouloir faire les choses différemment ou whatever. Fait que là, c'est ça. Finalement, ils me reviennent comme, je sais, peut-être 5 mois après, là, je me rappelle même plus. Bon, moi puis David, on est en train de parler de peut-être, tu sais, aller voir quelqu'un d'autre puis tout. Puis finalement, ils me reviennent puis ils sont comme, OK, parfait, on a tout pour toi, whatever, on va signer le contrat. Puis là, ils sont comme, mais il va falloir quand même le sortir pour septembre. Puis là, on est à quel mois, là? On était, je sais pas, là, faudrait que je regarde ma vidéo YouTube parce que j'ai sorti une vidéo YouTube que c'est... Est-ce que je suis mongole? J'ai sorti une vidéo YouTube où je m'entraînais tous les jours pendant 1 mois. Puis, pendant cette période-là. Là. C'était pendant cette période-là. C'est parfait, là. Les problèmes mentaux, pour vrai. Mais ouais. Fait que là, j'avais comme... Je pense que j'avais 3 mois pour écrire mon livre. Okay? Puis là, tu sais à quel point c'est long parce que chaque fucking recette, elle vient de ta tête. Puis là, il faut que tu l'écrives. OK, il va y avoir ça d'ingrédients. Puis là, après ça, tu achètes les ingrédients. L'épicerie, c'est ne pas... C'est genre, c'est... Faut vraiment le prendre en considération parce que Chris, quand on fait l'épicerie, quand on fait un livre de recettes. Puis là, tu l'essayes 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à temps qu'elle soit parfaite. Là, il faut que tu la rédiges, que tu la mettes au propre, puis là, tu la mets dans ton document. Ça, c'est juste pour une recette. Dans mon livre, j'en ai au-dessus de 80. 83, 4, je sais plus trop. C'est complètement mon gueule. Fait que j'ai fait ça pendant 3 mois, non-stop, là, tous les jours. Dieu bénisse ma mère qui m'a aidée avec l'épicerie, parce que sinon, je serais morte. Puis après ça, il a fallu faire la rédaction. Je me suis assise, ça, c'est pas une joke, je me suis assise sur mon tabouret avec mon ordi, puis toutes mes feuilles de papier chiffonnées, pleines de notes, puis tout. Puis je me suis assise pendant 2 jours, back à back. Les seules fois que je me suis levée, ces 2 jours-là, c'était pour m'entraîner. Tout ce que j'ai faisais juste écrire, puis il faut être full attentif parce que tu veux pas chier un ingrédient, une mesure, une cuillère à soupe, une cuillère à thé. En tout cas, fait que c'est ça. Puis après ça, j'ai dormi pendant une journée au complet. Puis... C'est débile. Puis toi, en plus, tu sais, nous, mettons, avec Vegan et Pas Plate, on fait affaire avec une maison d'édition qui est pratico-pratique, qui eux autres ont des chefs in-house. OK. Puis qui ont des rédacteurs in-house aussi. Fait que nous autres, dans le fond, on arrivait avec la recette, on la faisait ici, puis là, on l'envoyait, puis là, eux autres, il y avait des chefs de leur équipe qui s'assuraient que la recette, mettons, il y avait toutes les quantités étaient exactes, puis que tout était parfait pour le truc. Tu sais, ça, on s'entend que nous autres, cette partie-là de la job, mettons, moi, ça a été compliqué, puis difficile, écrire les livres de recettes, puis on n'avait pas cette partie-là à faire, fait que j'imagine même pas comment ça a dû être pesant dans un temps aussi restreint que 3 ou 4 mois pour écrire ça, là, c'est débile. Ouais, c'était fucked up, mais je suis vraiment, vraiment fière du résultat. Fait que c'était worse, mais... Ouais. Puis mettons les photos des recettes, est-ce que c'est toi qui les as cuisinées pour prendre la photo? OK, fait qu'il n'y a rien que t'as pas fait finalement sur ce livre-là. Là. Oh, j'ai tout fait. Ben, j'ai pas pris les photos. Ouais. Je suis fucking pas photographe. C'est Anne Pomainville qui a pris les photos. C'est une fucking photographe d'exception. Puis je les ai toutes... Ben, dans le fond, on a fait 2 shoots. On a fait un shoot chez mon agent qui sont comme les où tu vois plus comme un appart. Lifestyle, ouais. Ouais, puis un shoot en studio. C'est ça qui a pris 1 mois. Puis... Je suis fucking dérangée. J'étais comme, je veux que chaque photo soit comme qu'il se passe quelque chose dans chaque photo, que tu puisses comme penser que, je sais pas, là, c'est un match de tennis, que c'est dans un diner, que c'est nanana. Fait que, ouais. Ma maison d'édition était comme, je pense pas que c'est réaliste. Genre, je pense pas qu'on va pouvoir le faire. Puis j'étais comme, check, mauvais. Puis finalement, on l'a fait. Puis je trouve vraiment que les photos sont
suis vraiment, 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 vraiment fière des photos. Mais ouais, c'était mon goal. Ouais, mais le livre il est vraiment hot. Là. Félicitations, by the way, pour ça. Merci beaucoup. Puis, t'étais-tu satisfait de la réception? Ça s'est-tu bien passé? Oui, ben dans le fond, le seul chiffre que j'ai, c'est qu'on en a réimprimé, puis on en avait imprimé 10 000. Fait que je sais juste qu'on en a vendu plus que 10 000, mais c'est vraiment difficile d'avoir des chiffres là, avec les maisons d'édition. Fait que plus qu'on en a vendu plus que 10 000. Cool. Mais c'est beaucoup, là. C'est oui, vraiment beaucoup de livres au Québec. Là. Oui, non, c'est beaucoup. Puis, non, je suis vraiment contente, mais tu sais, pour de vrai, comme, j'ai pas pas fait ce livre-là pour me mettre riche, là. C'était pas mon objectif. Puis, je veux dire, tu veux te mettre riche, va pas dans le domaine de l'édition, là. En ce moment, en tout cas, ça, c'est sûr. Ouais, non. Fait que, mais je suis vraiment contente. Puis, tu sais, tout le monde qui l'a eu m'a envoyé sur Insta là, genre des recettes à finir qu'il avait faites, puis tout ça, là, ça remplit mon cœur de bonheur de voir mes recettes que les gens ont fait, là, c'est priceless. Mm-hmm. Ouais. Ah, c'est clair. Puis là, maintenant, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Qu'est-ce que tu vois dans ton futur court, moyen, long? Court, continuer à travailler sur ma santé mentale parce que il faut vraiment que je fasse attention de ne pas me réépuiser parce que là, j'ai retrouvé mon énergie. Fait que ça serait dommage. Ma tendance, ça serait de fucking trop faire d'affaires. Fait que là, j'essaye de prendre du temps pour moi, lire un livre, c'est genre, c'est ça. Sauf que, qu'est-ce qui s'en vient, c'est que ça fait 2 ans que je travaille sur une compagnie de bijoux 100% faite à Montréal, designée par nous et produite ici. Puis, on était supposé commencer les photoshoots avant le COVID, fait que là, ça le passe un peu. Mais c'est pas mal ça qui va s'en venir dans les prochains temps, là, avec le déconfinement qui se fait sentir, en fait, qui a commencé. Je vais pouvoir me repartir là-dessus. Mais tu vois, j'en parle puis ça me stresse un peu. Comme là, c'est ça. Je suis pas encore complètement guérie. Revenu, là. Ouais. Puis tu disais, tu sais... Parce que tu disais, tu sais, quand ça a commencé à aller moins bien, ça marche? OK. Tu disais quand ça a commencé à aller moins bien, tu as comme coupé dans des choses essentielles de self-care. Tu sais, te faire à manger, tout ça, t'entraîner. Puis là, tu sais, là, mettons, tu parlais que les antidépresseurs étaient une des solutions pour recommencer à aller mieux, mais c'est quoi les autres choses que tu as réintégrées à ta vie, mettons, là, à part de ça, pour trouver un équilibre? C'est sûr que, je pense que chaque personne qui prend des antidépresseurs a pas mal le même discours. Là. C'est juste comme un levier, c'est juste comme un appui, une béquille pour que tu puisses recommencer à vivre là, normalement parce que j'étais juste incapable de changer parce que je pouvais même plus me dire, même si dans ma tête j'étais comme OK, je vais reprendre mes bonnes habitudes, c'était impossible. C'était pas faisable. Fait que les antidépresseurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont permis de reprendre mes bonnes habitudes, c'est de pas me lever. J'ai vraiment mon plus gros problème dans la vie, c'est mon cycle du sommeil, là, mais tu sais, de dormir 8 heures, tu sais, de pas me lever à 2 heures de l'après-midi, tu sais, de recommencer à faire le ménage, à faire mon lavage, tu sais, c'est toutes des choses que j'avais comme... Les faire, c'était une fucking montagne, puis là, c'était rendu correct. Fait que là, à la fois, tu recommences à faire tes bonnes habitudes, puis là, je suis comme rendue quand même vraiment pas pire, là. Je recommence à m'entraîner, je me fais à manger, ma maison est clean. Genre, c'est moi, là. Mais tu vois, quand je commence à parler plus de travail, là... L'angoisse revient rapidement. Ouais, je suis pas tout à fait... ouais. Ben, prends ton temps. Je veux dire, s'il n'y a pas d'urgence, il n'y a rien qui te presse, là, tu sais. Non, il n'y a pas d'urgence, mais on dirait, tu sais, quand tu crées du contenu, tu crées du contenu pour des gens, puis ils attendent quand même quelque chose de toi. Fait qu'il faut continuer à fider ça. Maintenant, là, je peux pas dire sorry, je vais prendre une sabbatique de 1 an, puis genre, mais soyez là quand je reviens. Je peux pas je comprends, mais c'est ça ou genre
Ouais. Ou genre, ça va fucking mal, ben, tu sais, c'est ça, tu sais. Mais je comprends qu'est-ce que tu dis. Puis est-ce que le COVID, c'est quasiment arrivé à un bon moment ou ça t'a fait chier? Pour vrai, tu sais, je veux pas dire ça parce que c'est atroce, là. Non, t'as le droit de le dire. C'est qu'on a vécu ça en tant que société, mais comme un peu. Ouais. Ça m'a vraiment permis de me recentrer, ouais, vraiment, là. T'es certainement pas la seule, là, tu sais, qui était au bout du rouleau puis qu'un arrêt forcé, ça a comme fait « Hey, crime, OK, ouais, j'en avais besoin, tu sais. » C'est sûr que t'es pas la seule dans cette situation-là, là, tu sais. On est beaucoup, là, à... C'est valoriser aussi le surmenage puis d'être workaholic. Oui, on veut tellement. C'est tellement valorisé. Tu sais, je dis ça, puis le monde, tu sais, mettons, ma meilleure amie, la première, elle va être comme, mais c'est hot, que tu sois capable de faire toutes ces affaires-là. Puis c'est vrai que c'est hot, mais c'est juste pas sain. À un moment donné, pas fucking sain. Puis, ouais, je pense à un de mes amis là, que je vais pas nécessairement nommer, mais tu sais, lui, il se pride à pas dormir, puis à travailler constamment, puis à justement là, faire des 16 heures de montage, puis des affaires de même. Puis lui, c'est comme, haha, c'est hot. Puis c'est vrai que c'est hot, mais c'est pas sain. Ça fait un temps, puis à un moment donné, ça te rattrape, tu sais. Puis moi, j'ai déjà été le gars qui se vante d'être workaholic, là, puis tu te vantes, puis ça t'amène justement, tu sais, tu t'amènes la valorisation, puis ça fait son temps. À un moment donné, tu te rends compte que c'est pas ça le but, là, tu sais, c'est pas ça la finalité, tu sais. Non. Puis tu te crois, tu sais, je me croyais vraiment invincible, là. Je me croyais vraiment au-dessus de l'épuisement, là. Mais non. C'est tough, c'est une balance qui est difficile à gérer, vraiment. Puis, faut que tu la réalises à temps, là, j'imagine. Ouais. Mais au moins, c'est d'être conscient des dangers de ça, fait que d'être capable de se garder des périodes où est-ce que... J'écoutais justement un podcast qui s'appelle Le Journal d'un entrepreneur. Puis le gars, il s'appelle Julien Aron, il a fait des suppléments de nutrition, là. Puis il parlait, lui, il a eu des grosses crises de panique dans le temps où est-ce que sa business, elle levait vraiment parce qu'il était toujours sur son cellulaire, tu sais. Puis il a juste eu la réalisation de comme, OK, ça va être mon cellulaire de travail. Puis de 9 à 5, il va être ouvert, mais sinon, il va être fermé. Puis ça, c'est mon autre cellulaire, mon cellulaire de social, qui lui sera ouvert tout le temps pour quand les gens veulent me parler, mes amis, puis les gens comme ça. Puis que tout le reste du temps, quand mon cellulaire de job est pas ouvert, je suis pas là. Je suis pas dans ce mindset-là. Puis ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment hot parce que j'ai commencé à essayer de l'appliquer. Puis, tu sais, Dom, tu le sais, là, pour le studio, là, tu sais, l'autre fois, on se textait comme un dimanche soir, puis l'amener, c'est comme, OK, non, check, on va essayer de recadrer ça dans les heures ouvrables pour pas qu'on soit rendu... Parce que le faire une fois, on s'en calisse, tu sais, mais c'est quand même amené, c'est comme, OK, non, c'est rendu tout le temps, tu sais, puis là, tu réponds pas à quelqu'un quand il t'écrit à 9h, puis tu sens que tu retardes le truc, tu sais. Mais moi, je l'ai remarqué, justement, que toi, t'as switché ça, tu sais, puis des fois, je t'écris un soir pour quelque chose, puis tu me réponds le lendemain, puis c'est bien correct, tu sais. C'est vraiment correct, puis tu sais, moi, je reçois des messages, puis je ressens pas la nécessité puis l'urgence absolue, à moins que ça soit une urgence, de répondre tout de suite. Mais si je le sais que c'est pas une urgence, c'est correct de répondre le lendemain. Puis ça envoie aussi le message à la personne que tu textes que tu vas pas tout le temps être là à y répondre dans la seconde. Si t'habitues les gens à ça, ils vont tout le temps te texter en s'attendant que tu répondes dans la seconde. T'sais. Ouais. Ça, c'est la technique d'un de mes amis de dating. Lui, il dit quand tu commences à dater une fille, là, même si tu vois, quand tu commences à dater quelqu'un, même si tu vois le texto arriver au moment où est-ce qu'il arrive, là, réponds-y pas tout de suite, parce que si tu y réponds tout de suite, elle va s'attendre à ce que tu répondes tout de suite, tout le temps. Puis quand tu le feras pas, ben là, elle va se fâcher. Fait que laisse-la languir pendant un bon 12 heures. Là, faire, hey, je viens de voir ton texto. 12 heures, back and forth de 12 heures de texto, ça avance pas vite, là, une conversation. Ça prend longtemps avant de passer le cap de salut, ça va. Là. Ah, c'est ça. C'est ça. Pense pas me présenter à tes parents. Là. Mais je trouvais ça quand même pas pire de dire on parlera quand on se verra. Ouais.
Puis au plus long terme, sinon, pour toi? Je sais pas, j'aime pas ça trop me projeter. Je trouve que ça sert à rien. Tu te mets des objectifs qui sont... Tu le sais pas, là, qu'est-ce qui va se passer dans 1 an. Fait que j'aime vraiment mieux y aller avec qu'est-ce qui se passe. Tu sais, je le sais que, mettons, que je veux pas toujours pouvoir faire YouTube. C'est comme si c'est un peu impossible. Ouais, c'est complètement impossible. Mais il arrive tout le temps des trucs dans la vie, puis tu sautes sur les occasions, là, puis tu sais, si, mettons, tu as trop un plan à long terme, j'ai l'impression que tu vas te couper de choses qui vont, que tu aurais pu faire, qui vont t'arriver comme par surprise. Tu vas peut-être passer à côté parce que tu t'es dit « Oh non, mais dans 2 ans, je m'étais dit que j'allais partir de ma compagnie de ça. Fait que si je prends ça, j'aurais plus le temps. » Puis là, fait que ouais, non, j'aime mieux prendre ça au jour le jour. T'es-tu encore propriétaire d'un duplex? Oui, c'est mon duplex. Mais ça, cette aventure-là, parce que c'est quand même... Ça a-tu été stressant de la job difficile ou ça a été smooth? Okay. Ça devait être smooth. Il n'y a rien de plus smooth que de refaire un duplex complet. Là. On le sait comment c'est les rénaux. Il n'y a rien de plus smooth. Puis tout va toujours vraiment bien. Là. Ça, je me suis rendu... Ah non, ça c'est le best. Il n'y a rien de mieux que la tension qui est hors travail pour une relation de couple. Il n'y a rien de mieux que ça. Ouais. Ça, tu vois, ça, c'est le genre de questions que je pose dans le podcast que je sais déjà la réponse, mais je veux juste la personne le dire. Clairement, mais non, ça a été fucking rough. C'était en avril l'année passée, fait que c'était quasiment en même temps que mon livre, puis blablabla, puis tout. Ouais. Puis l'affaire, c'est que ben là, je suis plus avec mon copain, dans le fond, depuis... je me rappelle plus, mais genre 4-5 mois. Non, peut-être que j'ai 4 mois, peut-être. Puis, on a encore le duplex qu'on l'a acheté ensemble. Fait qu'on l'a encore les deux ensemble. Mais... on s'entend encore super bien. Sauf que l'affaire, c'est que quand quelqu'un me dit qu'il va faire quelque chose, je m'attends à ce qu'il le fasse. Puis le problème quand tu as une maison avec quelqu'un, c'est que la personne, quand elle revient de travailler, ben c'est normal. Elle n'a pas le goût de se remettre les 2 mains dans les rénaux. Genre, clairement, ça ne tente pas. Fait que là, ça crée de la discorde. Puis ouais, c'est fucking rough sur un couple. Là. Genre, vraiment fucking rough. Ouais. C'est, tu sais, souvent, là, c'est des... Il y a un de mes amis qui fait de l'immobilier, puis lui, il dit que c'est un chiffre, là, démesuré, là. Un genre de 50%, là, mais c'était entre 30 ou 50% des séparations arrivent de 2 à 3 ans après l'achat d'immobilier, dans le fond. Là. Après l'achat soit d'une maison, d'un condo, parce qu'il y a trop d'affaires. Là, c'est le stress au quotidien, surtout si tu retapes le truc puis que tu fais des rénos. Il y a le stress financier qui vient te mettre une corde au cou aussi. Puis il y a pas beaucoup de plus gros... tueur de relations qu'un stress financier. Là. Mm-hmm. Puis après ça, c'est comme tout ça. Fait que ça, c'était une vraie statistique. Là. Puis c'est fou quand tu penses à ça. Hein? Ouais, c'est décolle, ça. Est-ce que, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais ou t'attendrais? Oh non, je l'arrête anyway. Genre, je veux dire, je suis prête à dire que c'est une des choses qui a fait que moi et Nick, on n'est plus ensemble, sauf que il y avait quand même d'autres issues, là. Fait que je pense pas que ça allait être un deal breaker que si on n'avait pas acheté, on aurait passé notre vie ensemble. Là. Genre, je pense pas que ça se serait passé de même. Puis j'adore mon duplex, puis je suis vraiment fière de toutes les choses qu'on a réussi à accomplir ensemble ou on our own. Comme, non, je le ferais 100%. Puis là, maintenant, j'habite avec Vanessa Duchel. C'est ma nouvelle coloc. Puis ça va super bien. Puis je m'entends encore super bien avec mon ex. Je sais pas. Non, tout est correct. All right. Puis, juste par curiosité, c'est dans quel coin, hein? C'est zoné Hochelag-Mercier, mais on pourrait dire Tétroville. C'est juste à côté du... juste à côté. Le monde ne va pas pouvoir trouver ma maison, là, mais c'est proche du métro Honoré-Beaugrand. OK. Fait que, ouais, c'est à la fin de la ligne verte. J'ai encore une station de métro, fait que je suis comme contente. Mais ouais, l'immobilier à Montréal, c'est rough! Ouais. Ça sera pas plus... Je veux pas te mettre de la pression supplémentaire, mais ça sera pas plus facile dans les prochaines années, là. Avec le COVID, apparemment que la situation de l'immobilier va sucer pendant un petit bout. Là. Mais ça serait le bon moment d'acheter, en fait. Fait que peut-être que je vais me remettre dans le marde puis je vais racheter quelque chose. Ouais, là.
Ouais, non. Pourquoi pas? Prends ça relax, c'est pas de suite, là. Ouais. Je pense. Hey, merci beaucoup de t'être ouverte avec nous autres. Hey, ça fait plaisir. J'aimerais vous rencontrer un jour. Ça pourrait être oui, c'est super le fun de te rencontrer, vraiment. Ah, merci, vous êtes fin. Yes, hey, bye-bye. All right, bye-bye. Bye!